Alors, qui nous sommes? Nous sommes Educar. C'est une association qui s'est créée il y a 7 ans maintenant. Alors, c'est une association dans laquelle se retrouvent différentes disciplines. Donc, il y a neuropsychologue, il y a psychologue, il y a psychopédagogue. Moi-même, je suis psychopédagogue. Il y a des enseignants et il y a des artistes. Donc, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est vraiment de décloisonner toutes ces disciplines très, très intéressantes. Et surtout, nous sommes amoureux de l'école et nous avons ce souci de pédagogiser toutes ces nouvelles recherches et toutes ces nouvelles connaissances qu'on a au niveau des neurosciences et au niveau de différents domaines. Donc on est très très actifs et preneurs au niveau des formations enseignants et au niveau des pratiques de classe. Donc moi-même je suis psychopédagogue et je suis également graphothérapeute, donc spécialisée dans le geste d'écriture. D'accord? Et Chantal, je vous la passe, madame Chantal. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis enseignante, institutrice primaire et graphothérapeute. Et donc, je donne des animations et des formations pour Educar. Voilà, je te laisse continuer. Alors, on voulait simplement vous donner un petit mot au niveau du cerveau et des apprentissages. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous, nous mettons en place beaucoup d'activités depuis très longtemps qui ont trait à la question émotive, à la question affective. On est très très soigneux sur le contexte qu'on met au niveau des relations entre enseignants et élèves, mais également au niveau des élèves, entre eux, la pédagogie positive, des choses ainsi. Et maintenant, on est très très heureux de voir que l'analyse du cerveau et les connaissances neurologiques nous justifient et crédibilisent notre activité. On a d'abord le cerveau, la partie reptilienne. Et la partie reptilienne, c'est la partie du cerveau qui est la base des besoins fondamentaux. Cette partie-là est très très active chez le bébé, par exemple. Et ce sont tous les besoins, par exemple manger, dormir. Ça veut dire concrètement que si vous n'avez pas les premiers besoins qui sont satisfaits, eh bien ça bug, ça bloque au niveau supérieur. D'accord? Donc un enfant qui est en classe et qui est fatigué, un enfant qui n'a pas mangé avant d'arriver à l'école, c'est un problème. La seconde partie qui nous intéresse absolument, c'est la partie limbique. Vous voyez cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui concerne toutes les émotions. Mais c'est aussi une zone dans laquelle se trouve une partie très importante de la mémoire. Concrètement, ça veut dire que quand vous faites quelque chose avec plaisir, vous activez cette zone-là. Et donc vous la stimulez et vous l'ouvrez pour la zone plus complexe. D'accord? Et la troisième partie, la partie supérieure, dont on parle beaucoup en neurosciences, qui est le néocortex, c'est la partie dans laquelle se trouvent toutes les zones spécialisées. Donc par exemple, tout ce qui est partie auditive, vous savez, les intelligences multiples, la partie auditive, la partie visuelle, la partie spatiale, tout ça se trouve dans cette zone-là. Et une des choses qu'on a vues actuellement au niveau du cerveau, c'est que, bien sûr, nous savons que toutes ces zones sont spécialisées, mais que ce qui est surtout très important au niveau de l'apprentissage, c'est que l'apprentissage est favorisé lorsqu'il y a des liens, lorsqu'il y a des connexions entre ces différentes zones. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, et ça montre, donc ça, de toute façon, de nouveau, ça crédibilise les intelligences multiples, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut utiliser plusieurs voies d'entrée, pas uniquement une seule voie, pas uniquement le visuel, pas uniquement l'auditif, mais également le kinesthésique, par exemple. D'accord? Donc, au niveau des implications pour l'apprentissage, puisque c'est ça qui nous intéresse, donc sur cette dia, on vous explique déjà que l'apprentissage est une expérience corporelle. Le kinesthésique, on va faire une activité tout à l'heure, mais le kinesthésique est quelque chose d'essentiel pour l'apprentissage. Émotive et intellectuelle. Toute information, il faut vraiment savoir, d'ailleurs si on prend un peu de recul par rapport à nous-mêmes, évidemment que nous sommes des êtres humains et on apprend comme ça aussi, toute expérience et tout apprentissage passe par le filtre de notre subjectivité. Si après on prenait un papier et vous écriviez tous les mots clés de ce qu'on a expliqué maintenant, il y aurait une variété, parce que chacun capte en fonction de sa propre personnalité également. Les enfants en difficulté d'apprentissage particulièrement bénéficient particulièrement évidemment de voies d'entrée artistiques vers les apprentissages scolaires.
ces voies alternatives stimulent l'estime de soi et la cohésion de groupe. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse, hein, d'avoir des enfants de plus en plus heureux d'apprendre. La caractéristique du cerveau, c'est sa plasticité. Ça veut dire quoi concrètement au niveau des apprentissages? Eh bien, ça veut dire que l'enfant qui apprend, eh bien, son cerveau va se modifier en fonction de l'apprentissage. Donc c'est quand même super important de savoir ça. Donc on a au départ une configuration du cerveau, mais au plus l'enfant apprend, au plus son cerveau va se moduler. Les manières d'apprendre, donc les façons d'apprendre de l'enseignant, vont influencer également le cerveau. Et savoir aussi que le cerveau a une configuration de base. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu chez les enfants dyslexiques, certaines parties, donc on va pas approfondir maintenant, ce n'est pas l'objet, mais certaines parties sont beaucoup plus développées que d'autres. Il faut en tenir compte pour les méthodes d'apprentissage. Donc ça veut dire que ce qu'on va mettre en place dans les classes, concrètement, c'est bien de savoir au départ quels enfants on a devant nous. C'est bien de savoir que l'enfant dyslexique, c'est telle zone du cerveau qui va fonctionner un peu moins bien. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma classe pour pouvoir modifier la structure du cerveau parce qu'il aura accès à l'apprentissage, mais de manière différente. Donc, ce qu'on voulait faire avec vous, si vous le voulez bien, et vous le faites en fonction de votre personnalité aussi, hein. Donc, on a choisi quelques petites activités très précises qu'on fait en classe. Alors, sur le site educar.be, vous avez des fiches pédagogiques. Donc, chaque fois qu'on fait une activité, en fait, notre souci, c'est que cette activité et le descriptif de l'activité puissent être transmis et que les enseignants puissent se l'approprier. Donc, elles sont sur le site et elles sont accessibles gratuitement. Alors, je vous propose d'abord une petite activité sur la respiration. Allez-y, on gonfle nos ballons, on le fait éclater. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va donner un petit peu de résistance au dégonflement du ballon. On y va. Et quand on fait cet exercice, on se rend compte que ça bouge au niveau du diaphragme. Et c'est vraiment un endroit où on doit vraiment relâcher la tension avec les enfants. Donc si un enfant de vos classes ou en séance individuelle, quand on est logopède ou intervenant extérieur, si l'enfant arrive complètement bloqué dans son corps, il ne saurait rien faire avec lui. C'est comme un sportif qui n'aurait pas respiré suffisamment pour aller marquer le goal. Donc on va vraiment amener la détente par la respiration. Je vous donne un petit exercice sur la respiration. On va prendre une bougie devant soi, on va gonfler notre ballon, et quand on va dégonfler, on va essayer de faire danser la flamme de la bougie, mais sans l'éteindre. D'accord? Avec les enfants, on peut vraiment allumer une bougie pour prendre conscience de ça. Et puis on va avoir 5 petites bougies devant soi et on va éteindre les 5 petites flammes successivement. On y va, on gonfle le ballon. Alors vous avez vu ces 2 petites activités qui durent à peine 1 minute. On peut faire juste après une récréation, juste avant un petit contrôle, juste avant de démarrer une séance, pour ramener la détente au niveau du corps et ramener la conscience au niveau du cerveau. Une deuxième chose qui est importante, mais je ne m'étale pas dessus, c'est que dans notre ventre, on a des neurones aussi. Et quand on est bloqué au niveau du ventre, ben, ces neurones ne peuvent pas fonctionner. D'accord? Alors, deuxième petite activité, c'est la latéralité. Alors, je vais vous demander tous de lever la main droite. Bien, on commence bien. On peut lâcher. On lève ensuite la main gauche. Bien. Ok, et on lâche. On va faire la même chose les yeux fermés. Donc on va fermer les yeux, on va lever la main droite et on va mettre la main droite sur l'épaule gauche. Les yeux fermés. Et je lâche. Toujours les yeux fermés, je lève la main gauche et je mets la main gauche sur l'oreille gauche. Alors là c'est déjà plus difficile, hein, je vois des hésitations. On lâche. On lève la main droite et on la place sur le genou gauche. On lâche.
On met la main gauche derrière la tête. On lâche et on met la main droite sur le genou droit. Voilà. Alors, petit rituel aussi qu'on peut faire le matin. Vous pouvez ouvrir les yeux. Hein. Oui. Petit rituel qu'on fait aussi le matin dans les classes. Moi, je donne des activités. Cette année, je suis détachée de ma classe et je fais de la remédiation scolaire de classe de P1 à P6. Et je donne une activité en 6e primaire sur les cartes mentales. Et je donne des indications de structuration spatiale. Donc, je leur demande de dessiner quelque chose au milieu à gauche. Il y avait une dizaine d'enfants dans cette classe de 20 élèves de 6e primaire qui ne parvenaient pas à savoir où était leur gauche et leur droite. Et l'enseignant était assez interpellé parce que ce sont des enfants qui n'avancent pas nécessairement dans les matières mathématiques, qui n'arrivent pas à structurer du calcul écrit. Et donc, finalement, la latéralité, ce n'est pas une activité un jour sur gauche-droite, c'est tous les jours en première, déjà en maternelle, hein, mais première, 2e primaire, on prend vraiment le temps de dire j'écris ma date en haut, à droite, je fais ma marge, à gauche, je lève la main droite, je m'assieds du côté gauche de mon copain. Donc c'est vraiment quelque chose de très répétitif, mais à laquelle il faut vraiment s'intéresser. Surtout qu'en séance en graphothérapie, on reçoit souvent des enfants qui ne savent pas nécessairement choisir la main gauche ou la main droite pour l'écriture. Alors, le classe des prénoms, Chantal. Et donc, on le répète ensemble, Chantal. Catherine. Alors, est-ce que je t'appelle Catherine? Catherine n'en fait pas. Catherine, d'accord? Et maintenant, on va faire une chose un peu différente aussi. C'est qu'on va attendre 3 secondes. Donc, Catherine va le dire, on va dire 1, 2, 3, et puis on va le répéter. D'accord? Catherine. Maintenant, on vous propose la même chose, mais avec une variante. On va doubler la syllabe. Alors, ça fait chan-chan, can-can. Caca, 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 riri, caca. Mimi, chai-chai. Nana, tata, Lili. Bravo. Le travail au niveau conscience phonologique, le travail avec les syllabes est la base avant d'entamer les phonèmes. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en première primaire, par exemple, au niveau de l'écriture, on commence directement avec les lettres. C'est-à-dire qu'on commence directement avec la conviction que l'enfant arrive avec une conscience phonémique, c'est-à-dire le phonème, parfaite. Et c'est faux. Beaucoup d'enfants en première primaire n'ont pas bien compris la question et n'arrivent pas à séquencier les mots en syllabes. D'accord? Donc c'est vraiment important de voir ça comme un indicateur. Et l'autre chose, c'est qu'en français, il y a une grande différence entre les syllabes entendues et les syllabes écrites. Donc c'est vraiment important de partir du langage oral. Et puis, une fois qu'on va commencer à rentrer dans l'écriture, eh bien, on va découvrir et on va le verbaliser qu'il existe les lettres muettes, qu'il existe toutes les particularités de cette langue française. Dès que vous avez la possibilité d'activer la multimodalité, c'est-à-dire plusieurs modalités différentes, eh bien, vous renforcez l'acquisition cognitive. D'accord? Donc, cette petite activité est vraiment très très riche et on peut déjà commencer à la faire en maternelle. Ça va? Alors, je vais juste donner une petite précision aussi. Pourquoi on a choisi de le faire sur le prénom? C'est pour l'enfant, le prénom, c'est un mot qu'il connaît bien, qu'il a travaillé pendant toutes ses maternelles. Il arrive en primaire, on va lui demander d'écrire son nom en attaché. Donc, c'est quelque chose qui va permettre aussi de se valoriser parce qu'on va entendre son prénom de la bouche d'un copain. Donc, on va jouer avec son prénom. Donc, au niveau de l'identité de l'enfant, c'est quelque chose de vraiment essentiel, cette petite activité. Aussi dans les classes où on a des prénoms étrangers, qu'on ne sait pas bien prononcer, cette petite activité va aussi remettre un petit peu tout le monde. Donc au niveau des styles de soi, c'est vraiment quelque chose d'important, ce jeu sur les prénoms. Alors, la dernière activité que vous voulez vous proposer, elle s'appelle le vent du désert. Alors on va partir dans le désert.
Moi je le fais avec une seule main, d'accord, mais il y a les... Donc le matin dans le désert, le soleil se lève. Voilà. Et on fait lever le soleil. Et lever dans le dos, on fait lever le soleil. Et tôt le matin, un premier animal sort de son lit et s'en va se promener dans le désert. Et le vent du désert efface les traces du serpent. Il est midi dans le désert et un deuxième animal sort de son lit, c'est le chameau qui dépose ses pattes dans le sable, qui enfonce et qui laisse des traces. Et le vent du désert efface les traces du chameau. Et le soir va bientôt tomber, sortent alors des milliers de petits scarabées qui se promènent et qui envahissent le sable. Et le vent du désert efface les traces des scarabées. Et le soleil se couche sur le désert. Alors, ceux qui ont reçu l'information par le dos, je vous propose de tracer. On voit qu'une des difficultés pour les enfants, c'est de canaliser, de maîtriser cette pression sur le papier. Vous avez des enfants qui poussent très très fort sur le papier, presque en perçant. Vous avez des enfants qui n'osent presque pas toucher le papier. Donc gérer cette question de la pression, en réalité, au niveau graphothérapeutique, c'est vraiment la canalisation sur l'énergie. Quand on travaille cette question de la pression, en réalité, on active de nouveau une partie très précise qui va être utile pour les différents apprentissages. Le fait de sentir le chameau, vous avez une pression différente que celle du serpent, et c'est encore différent du petit scarabée ou du petit animal, hein, vous pouvez varier comme vous voulez. Donc c'est une petite activité très très intéressante qu'on peut faire en maternelle. En maternelle, on met une petite musique, ça aide, et les enfants sont couchés. Et ils adorent, hein. Ils aiment vraiment bien se le faire l'un l'autre. Hein. Donc c'est déjà vraiment intégré. Vraiment le principe, c'est que mon corps, c'est mon premier outil d'apprentissage. C'était ça qu'on avait envie de vous partager très rapidement, évidemment. On a une multitude d'autres activités. Il y a un champ dont on n'a pas parlé ici, mais dans lequel on est de plus en plus actif. C'est le lien entre la musique et les apprentissages. Donc on donne beaucoup de formations en lien, à la fois pour les logopèdes, pour les enseignants et également pour les artistes. Hein, puisque l'idée c'est évidemment d'offrir les activités artistiques au niveau de l'apprentissage. Et bien voilà, donc on voulait d'abord se présenter et vous dire que nous sommes des personnes très concrètes et vraiment sur le terrain. Hein. Nous, notre préoccupation, c'est les enfants, c'est les élèves. Et c'est d'amener d'autres façons très ludiques de rentrer dans les apprentissages. Vous avez vu, quand on fait les syllabes, on a évidemment toujours des pupilles et des caca et des riri et des nanas. Et c'est génial, ça fait rire, donc ça fait activer notre zone limbique. Et en même temps, donc, on voulait vous apporter quelques données au niveau plus théorique, hein, des neurosciences, et vous inviter très très chaleureusement à vous éclater dans vos classes, hein, et à mettre tout ça en pratique. C'est vraiment tout bénéfice pour les élèves. J'ajoute juste une petite chose, c'est que je suis enseignante, j'ai été dans ma classe jusqu'à l'année dernière, et souvent les enseignants en formation me disent oui mais il y a le programme, il y a les inspections, il y a mes collègues du cycle supérieur, mais je vous assure, donc les activités qui sont sur le site Educar sont toujours en lien avec les compétences du programme, avec les objectifs que vous avez à suivre dans vos activités, mais c'est toujours, on sait vraiment intégrer nos activités avec les matières, et donc ça c'est vraiment important de le garder à l'esprit, c'est pas quelque chose qu'on fait en plus de tout le reste. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci à tous. Bien, merci beaucoup pour votre attention.